le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue de la page internationale au grand journal du 14h. Nouvelle semaine, nouveau départ depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le grand journal, Joannel François, Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mel. Le Honduras a établi les relations diplomatiques officielles avec la Chine en reconnaissant le principe d'une seule Chine et en rompant ses relations avec Taïwan. Voici un reportage signé CGTN News. Le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Qin Gang et son homologue hondurien Eduardo Hena ont signé dimanche à Beijing un communiqué commun afin d'établir formellement les relations diplomatiques entre leurs deux pays. Dans un communiqué publié sur Twitter, le ministère hondurien des Affaires étrangères a déclaré qu'il reconnaissait l'existence d'une seule Chine dans le monde et que le gouvernement de la République populaire de Chine représentait la Chine dans son entièreté. Le pays d'Amérique centrale a également coupé ses relations diplomatiques avec Taïwan et a promis de ne plus entretenir de liens officiels avec l'île. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que Beijing appréciait l'attitude du Honduras. Le principe d'une seule Chine est le consensus général de la communauté internationale et la norme de base des relations internationales reconnue par la résolution numéro 2758 adoptée en 1971 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le gouvernement hondurien a pris une décision politique de se ranger du côté des 181 autres pays du monde, de reconnaître et d'accepter le principe d'une seule Chine et d'établir des relations diplomatiques avec la Chine sans aucune condition préalable, ce qui est dans l'intérêt fondamental du Honduras et de son peuple. Le ministre hondurien des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'agissait d'un moment historique pour les deux pays et que celui-ci ouvrait une nouvelle ère au bénéfice des populations. Il a indiqué que le Honduras était prêt à renforcer la coopération avec la Chine dans des domaines comprenant la finance, le commerce, les sciences et les technologies. Les deux pays ont affirmé qu'ils allaient nommer des ambassadeurs dès que possible et que toute l'aide nécessaire serait apportée pour installer des ambassades. 182 pays ont établi des relations diplomatiques avec la Chine et selon la déclaration, sur la base des 5 principes de coexistence pacifique, la Chine souhaite développer des relations d'amitié et de coopération avec le Honduras pour bénéficier au peuple des deux pays. Aux États-Unis, dans le Mississippi, une tornade dévastatrice a fait au moins 26 morts. Malgré alerte, beaucoup n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. Voici un reportage signé TF1. De loin, nous avons aperçu Tommy travailler sur le toit de sa maison, ou du moins ce qu'il en reste. Alors nous sommes allés le voir. Lui et sa femme ont survécu à ce qu'il qualifie de 30 secondes les plus longues de sa vie. On s'est réfugiés juste ici. Et heureusement, cette partie de la maison est restée intacte. Ça a duré maximum 30-45 secondes, pas plus. On pouvait entendre le bruit de la toiture qui s'envolait. Il ne faut pas aller bien loin pour mesurer l'ampleur des dégâts. Voici la pièce juste à côté. Et plus impressionnant encore, le jardin. On a notre voiture et notre pick-up que vous pouvez voir juste ici, sous l'arbre. Tommy habitait dans cette maison depuis 30 ans. C'était l'une des plus solides de la ville, alors aujourd'hui, il relativise. On est tellement chanceux. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie, qui sont en train d'organiser des funérailles. Nous, on ne sait juste pas où on va habiter. Certains habitants ont survécu en se réfugiant dans un réfrigérateur. Randy, lui, heureusement, avait une cave dans sa maison. Selon lui,
L'alerte a été donnée trop tardivement. On a reçu l'alerte, on s'est réfugié dans le sous-sol et la tornade était sur nous. On a eu 30 secondes pour réagir, ça a été extrêmement rapide. La majorité des victimes habitaient cette petite ville de Rolling Fork dans le Mississippi. Dans l'État, c'est la tornade la plus meurtrière depuis 50 ans. Les vents ont soufflé jusqu'à 320 km/h. La taille des arbres qui ont été déracinés, c'est impressionnant. Les quelques arbres encore debout sont habillés de morceaux de toiture enroulés autour des branches. Il n'y a évidemment plus d'électricité, plus d'eau courante, car le château d'eau, en blanc sur ces images, s'est envolé. Là, on est vraiment dans un des quartiers de la ville les plus touchés. Vous le voyez, il ne reste quasiment plus rien. Et pour vous montrer à quel point cette tornade elle était très localisée, il suffit juste de faire 500 mètres. Dans ce quartier, pourtant toujours à Rolling Fork, quelques branches sont tombées, mais les maisons sont restées parfaitement intactes. Ailleurs dans la ville, un peu partout, les ouvriers s'activent pour nettoyer les routes ou rebâcher certains toits. Il faut aller vite car de fortes pluies sont prévues dans la soirée. Nous irons cette fois-ci au Ghana. La deuxième série de manifestations antigouvernementales organisées par l'opposition devrait avoir lieu ce lundi, alors que le gouvernement a qualifié ces rassemblements d'illégaux. Voici un reportage à signer Africa News. La police kenyane est en état d'alerte alors que la deuxième série de manifestations antigouvernementales organisées par l'opposition devrait avoir lieu ce lundi. Le chef de la police, Japhet Koum, insiste sur le fait que les manifestations sont illégales. De son côté, Raila Odinga, chef de l'opposition, affirme que les Kenyans ont le droit de manifester. L'opposition, qui estime que l'élection du président William Ruto n'est pas valable, demande la démission du chef d'État. Elle proteste également contre l'augmentation du coût de la vie. Plus d'une douzaine de groupes de la société civile ont, dans une déclaration commune, exprimé leur inquiétude face à la police qui a déclaré les manifestations de lundi illégales et ont exhorté les autorités à faire respecter le droit constitutionnel à des manifestations pacifiques. Au cours du week-end, le président Ruto a exhorté M. Odinga à l'affronter directement et à cesser de terroriser le pays. Le président est actuellement en déplacement en Allemagne. En Israël, des milliers d'opposants à la réforme judiciaire de Benjamin Netanyahu sont descendus dans la rue hier dimanche. Le président israélien a demandé l'arrêt du travail législatif en cours. Voici un reportage à signer Euronews. La gronde contre le gouvernement israélien s'amplifie. Des milliers de personnes ont manifesté à Tel Aviv dimanche après le limogeage par le Premier ministre Benjamin Netanyahou de son ministre de la Défense Yoav Gallant. Celui-ci avait déclaré la veille à la télévision son opposition à la très contestée réforme judiciaire en cours. Alors qu'à Tel Aviv, des manifestants ont incendié des pneus, d'autres rassemblements ont eu lieu devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem ainsi que dans d'autres villes. Après Yoav Gallant, c'est le président israélien Isaac Herzog qui a appelé lundi le gouvernement à arrêter immédiatement le travail législatif sur le projet de réforme qui divise le pays. Les députés israéliens devraient se prononcer dans les prochains jours sur l'un des éléments centraux de la réforme. Le gouvernement de Netanyahou, l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël, vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Pour Benjamin Netanyahou, cette réforme est nécessaire pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême. Mais selon ses détracteurs, le projet de loi met en péril le caractère démocratique de l'État d'Israël. En France, réforme des retraites à la veille d'une 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'exécutif tente de reprendre la main en clamant sa volonté d'apaisement et en dessinant une feuille de route tournée vers l'avenir dans une atmosphère de plus en plus tendue. Voici un reportage à signer France 24. Solidarité pour les grévistes. Des tirelires lors des blocages pour soutenir financièrement les grévistes amputés de leur salaire. Muchas gracias. Des appels aux dons dans les manifestations. Sur les caisses de grève pour aider les grévistes. Des dizaines de cagnottes en ligne qui font tourner les compteurs solidaires. Déjà au total, plus de 4 millions d'euros de caisses de grève enregistrées. Et ça, ce sont les chèques du jour. Julien Giquel est l'un des coordinateurs de la plus grosse caisse de grève, celle de l'intersyndicale. On est à 2 380 000 euros. C'est une très belle somme. Et les dons vont de quelques euros à des montants beaucoup plus conséquents. Ah, 3 000 euros.
C'est un très gros don, mais ça fait énormément plaisir. D'autant plus que c'est le deuxième chèque envoyé en un mois par le même donateur. Jean-François le disait, un ancien professeur de mathématiques vivant à Grenoble, un militant actif depuis 50 ans, comme en témoigne sa porte. Vive la grève, oui, en ce moment. Partageons les richesses, c'est pas la misère. C'est un peu l'enjeu actuel, ça aussi. 1 800 € de retraite et le sentiment que la solidarité est un devoir. Moi, je peux pas faire grève, donc ma façon de soutenir le mouvement, c'est ça, c'est de soutenir financièrement les grévistes, quoi. Et si j'ai fait mes dons en 2 temps, c'est parce que justement, je vois que ça dure. Si ça continue, je peux redonner, oui. Je peux redonner. Des dons occasionnels, mais aussi tout un système de solidarité bien organisé par les syndicats tout au long de l'année. Par exemple, la caisse de la CFDT, financée en grande partie par des cotisations, verse jusqu'à 7,50 € de l'heure à ses adhérents grévistes. Même système pour le Fonds de force ouvrière, avec un forfait fixe de 15 à 30 € par jour de grève. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Une indemnité loin de compenser la perte de salaire. Ce salarié de la SNCF en est à 18 jours de grève consécutive à la gare Montparnasse. Il perd 70 € quotidiennement. Ça donne un souffle à la mobilisation. Ça nous donne de l'énergie, ça nous donne du courage pour revoter la reconductible. Ici, le mode de répartition de la cagnotte sera déterminé une fois le mouvement de grève terminé. Nous sommes arrivés au terminus de la page internationale pour ce lundi. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation télé. Belle top pour le compte de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Ehrlich d'Aurelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo pour ce aujourd'hui. Du soleil, journée ensoleillée à Boston, 56 degrés Fahrenheit. Ça donne 13 degrés Celsius. Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi et bon début de semaine. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich d'Aurelas.